Libérons-nous de la douleur. Un podcast du docteur Marc Lévesque. Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast consacré à la toxine botulique. Au XIXe siècle, un fait divers secoue le duché de Wurtemberg situé au sud-ouest de l'Allemagne actuelle. Lors d'un banquet de mariage, 36 convives tombent malades et 3 perdent la vie. La piste d'une toxi-infection alimentaire se précise. La maladie surviendrait à la suite de la consommation de charcuterie avariée et plus particulièrement de boudin. Le microbiologiste Van der Mengen va retrouver le bacille dans l'estomac de 3 des noceurs décédés d'une paralysie respiratoire. Il publie en 1896 un premier papier sur ce germe qu'il baptise Bacillus botulinus, boudin se disant botulinus en latin. La neurotoxine produite par cette bactérie est le plus puissant poison connu à ce jour. Moins d'1 kilo suffirait à faire disparaître l'humanité entière. Dans les années 80, les propriétés de blocage de l'activité musculaire de la toxine botulique, botuline toxine en anglais, d'où Botox, seront utilisées pour traiter le strabisme de l'enfant lié à une hyperactivité des muscles oculaires et bien sûr, en esthétique, en relâchant la musculature du visage. Le Botox atténue donc ainsi les rides. Mais en plus de gommer les stigmates de la vieillesse, la toxine botulique peut aussi estomper la douleur. C'est le cas dans la douleur neuropathique avec des micro-injections de toxines sur la zone douloureuse qui peuvent soulager durant environ 2 à 3 mois la douleur. La toxine botulique n'agit pas alors au sein du muscle, mais sur le nerf en empêchant la libération de neuromédiateurs impliqués dans la douleur, mais aussi indirectement sur les fameux récepteurs TRPV1, dont leur découverte a valu le prix Nobel en 2021 à son découvreur David Julius. La toxine botulique s'utilise aussi dans d'autres douleurs, telles certaines migraines rebelles aux médicaments et les névralgies de la face ou la nuque. Parfois, lorsque la zone douloureuse est devenue trop sensible, ces injections sous-cutanées peuvent être réalisées sous inhalation de protoxyde d'azote. Le patient respire un gaz hilarant doté de propriétés antalgiques et anxiolytiques qui le rend supportable. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'algologue Elena Queiroen, à la tête de la structure douleur à la clinique Bouchard, à Marseille. Elena, avant d'être médecin militaire, a été formée au CHU de Bordeaux. Son expertise dans l'usage de la toxine botulique dans la douleur est reconnue. Elle a d'ailleurs rédigé la fiche d'engagement auprès du Haut Conseil des nomenclatures afin que l'injection de toxine botulique possède un codage propre dans la douleur chronique. Bonjour Elena. Alors, à qui et quand peut-on proposer la toxine botulique dans la douleur chronique ? Un outil thérapeutique est particulièrement enthousiasmant, puisqu'actuellement on constate que c'est un véritable couteau suisse dans l'algologie. Alors récemment on a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de la toxine botulique dans la migraine sévère. Cette migraine qui va concerner les patients qui ont 15 jours de céphalée, dont 8 jours de migraine par mois, une migraine qui va être rebelle au traitement de fond. Et on a la possibilité de réaliser 31 à 39 points d'injection au niveau du crâne, au niveau des trapèzes, de la nuque, du front, des tempes, pour permettre un nappage des afférences sensitives. Un nappage, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, un nappage, ça consiste à faire des micro-injections assez superficielles, puisque à ce niveau-là, les afférences sensitives sont très proches de la peau, et on va injecter de la toxine botulique de façon à ce que la toxine, comme tu le rappelais, a un impact sur les neuromédiateurs de la douleur et de l'inflammation, et notamment sur la libération du CGRP, neuromédiateur qui va être augmenté chez les patients qui souffrent de migraine. Donc le but, ça va être de faire diminuer ce CGRP et de diminuer aussi l'hypersensibilisation qu'on observe chez les patients migraineux. Et puis il y a d'autres équipes qui vont considérer qu'il peut y avoir aussi une action de la toxine botulique par un relâchement, puisque la toxine provoque une parésie musculaire. Et on va pouvoir aussi avoir une action sur d'éventuels muscles qui seraient contractés, qui vont constituer un syndrome myofacial péricrânien. Et ces contractures en elles-mêmes vont constituer éventuellement des zones gâchettes, des déclencheurs chez les patients migraineux qui sont hypersensibles à toute forme de stimuli douloureux sur la zone tête et cou. Alors, donc, si je comprends bien, il y a plusieurs actions à la toxine botulique sur la douleur. Exactement.
Alors, ce qui est recommandé actuellement au niveau de l'utilisation de la toxine botulique, donc c'est dans la migraine avec l'obtention de cet AMM, mais il y a aussi des recommandations qui sont robustes pour le recours à la toxine dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques focales. C'est-à-dire des douleurs... Juste l'AMM, ça... Alors, l'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Donc pour cela, il faut qu'il y ait des travaux suffisamment robustes, des méta-analyses, des essais contrôlés, randomisés, qui permettent d'avoir des éléments de preuve valables pour qu'on puisse émettre des recommandations au niveau des sociétés savantes. Donc l'AMM aujourd'hui, si j'ai bien compris, on l'a dans la migraine, mais pas encore dans les autres douleurs neuropathiques. Exactement, pas encore dans la douleur neuropathique, mais il existe des recommandations qui sont fortes, qui ont été émises par la Société d'évaluation et de traitement de la douleur en 2020, qui permettent d'utiliser la toxine botulique chez l'adulte en complément avec d'autres traitements anti-neuropathiques, dans une prise en charge bien sûr qui va être multidimensionnelle, globale. Et dans l'algorithme de prise en charge, la toxine botulique se situe en deuxième intention, en deuxième place pour le traitement des douleurs neuropathiques. Et c'est intéressant parce que c'est un traitement qui va être ciblé, qui va être focal et donc qui nous permet de limiter le recours éventuellement au traitement antineuropathique dont on connaît les effets indésirables systémiques, alors que la toxine botulique a un profil de sécurité intéressant et peu d'effets indésirables. Donc les antineuropathiques qu'on connaît habituellement, c'est les antiépileptiques, les antidépresseurs et parfois même la morphine. Alors pour les douleurs neuropathiques, ça s'adresse plus à des douleurs... alors juste peut-être nous rappeler ce que sont les douleurs neuropathiques. Alors les douleurs neuropathiques, donc c'est des douleurs qui sont causées par une affection, une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux, du système somatosensoriel. Quand on est donc face à des douleurs... Alors comment ça se manifeste Alors déjà, on est dans le cadre des douleurs neuropathiques qui sont périphériques. Donc, et comment ça se manifeste chez les patients, ces douleurs neuropathiques ? Ces douleurs neuropathiques, elles se manifestent par des caractéristiques qui sont bien particulières, par exemple des décharges électriques, des fourmillements, des sensations de piqûres, une sensation d'engourdissement, une impression, par exemple, quand on stimule la peau par une caresse, que cette sensation, elle va être désagréable, ou un engourdissement, une moindre perception des sensations tactiles. D'accord. Donc ça, les douleurs neuropathiques, tu m'as dit, mais les douleurs neuropathiques qui sont plus focalisées, si j'ai bien compris. Alors exactement, parce que en fait, on peut pas cartographier, on peut pas injecter une zone trop étendue. D'une part parce que c'est techniquement un petit peu compliqué, et puis d'autre part parce que ça nous engagerait à utiliser des doses de toxines qui sont importantes. Et là, on est face à la problématique du coût aussi de cette molécule. D'accord. Donc en pratique, là, donc, on a bien compris que c'était des patients qui ont des douleurs neuropathiques, qui sont plutôt focalisées, c'est bien ça ? C'est ça. Alors qu'est-ce que, comme exemple, par exemple, les douleurs post-chirurgicales qui sont assez fréquentes, hein, par exemple une cicatrice qui aurait des caractéristiques neuropathiques, éventuellement une amputation aussi, hein, des douleurs de moignon, des douleurs post-zona ou des douleurs dans le cadre du diabète, des douleurs aussi qu'on peut observer chez les patients qui ont des cancers et qui ont bénéficié d'une radiothérapie. Voilà, il peut y avoir différentes situations de douleurs neuropathiques à partir du moment où elles sont accessibles. Par exemple, je pense à certaines douleurs neuropathiques au niveau du visage. Il faut faire attention aussi puisque la toxine botulique a un effet sur la musculature, un effet parésien, c'est-à-dire que ça provoque une paralysie. On ne peut pas envisager de toxiner des zones qui vont être impliquées dans la mimique faciale sans qu'il y ait éventuellement un petit déficit sur la musculature faciale. Donc voilà, il y a d'autres éléments qui sont importants de prendre en compte. Sinon, ça leur fera un lifting, si j'ai bien compris. Alors un lifting, mais qui peut être un petit peu asymétrique et ce n'est pas le but recherché. D'accord. Alors, pour ces traitements locaux, on entend aussi parler d'un autre type de traitement, là, avec des patchs de piment.
Alors, dans quel cas on utilise l'un, dans quel cas on utilise l'autre? Alors, les patchs de piment, les patchs de capsaïcine qui sont hautement dosés, donc en capsaïcine à 8%, vont être utilisés en première intention dans l'algorithme de prise en charge de la douleur neuropathique. La toxine botulique intervient, elle, en seconde ligne. En pratique, ce qu'on fait, c'est que dans les centres et dans les structures d'évaluation et de traitement de la douleur, on va utiliser les deux aspects, les deux topiques en alternance, puisqu'on a un rythme d'application et un rythme de réinjection qui va être défini. Donc pour les patchs, on peut appliquer tous les 2 à 3 mois. Et pour la toxine botulique, comme elle est dégradée au bout de 3 mois par l'organisme, on peut réinjecter effectivement au bout de 3 mois. Donc on va essayer de positionner les deux en alternance pour qu'on ait une longévité, une pérennisation en fait du bénéfice antalgique pour les patients, ce qui permet chez certains patients de ne même pas recourir à certaines molécules antineuropathiques. Donc ça peut être relativement intéressant. D'accord, donc une alternance de patchs de capsaïcine et de micro-injections. Exactement. Qui vont petit à petit épuiser la douleur? Alors en fait, il va y avoir une repousse des fibres sensitives, des petites fibres, parce que en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une dégradation, une destruction des fibres lors de l'application de la capsaïcine qui va se fixer sur ces fameux récepteurs TRPV1, qui va les défonctionnaliser, la fibre involue, mais elle repousse. Et donc, c'est ça qui définit la périodicité de réapplication. Et au fur et à mesure de la repousse, elle repousse de plus en plus saine. Et de la même façon, la toxine botulique, on observe un phénomène de sprouting, c'est-à-dire il y a une repousse axonale. Et cette repousse axonale, effectivement, on observe aussi que les récepteurs TRPV1 peuvent être moins excitables au fur et à mesure des repousses. Donc voilà, il y a un véritable intérêt à une complémentarité et puis à faire ce soin de façon répétée. D'accord. Alors en pratique, ce soin, comment il se déroule là, pour avoir un peu une idée? Ça se fait dans quel cadre? Comment ça se... Alors pour la toxine botulique, alors le cadre il est quand même très codifié parce que c'est une molécule de la réserve hospitalière. Donc ça implique de faire ça en douleur chronique dans une structure d'évaluation et de traitement de la douleur qui bénéficie d'un hôpital de jour avec un environnement adapté. Le patient vient pour son soin, il bénéficie de micro-injections. Le geste est relativement rapide. Ces micro-injections, c'est comment? C'est une petite seringue? C'est une petite seringue, une petite aiguille qu'on utilise à insuline. On va effectuer des injections de 5 unités par site. Chaque site va être espacé de 1,5 à 2 cm sur une zone qui est cartographiée par le médecin algologue qui est formé à l'utilisation de la toxine botulique. Et on peut parfois utiliser des procédés à visée antalgique avant de faire ces injections, parce que certains patients qui ont cette fameuse allodynie, c'est-à-dire à peine on les touche, c'est extrêmement douloureux. On peut appliquer des crèmes anesthésiantes avant, comme de l'EMLA, ou dans certains cas, on peut réaliser aussi ces injections sous gaz mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote pour que le geste soit plus confortable. Voilà, c'est un geste qui est relativement aisé à faire, assez rapide. Ensuite, le patient sort. Voilà, c'est un geste qui se fait en ambulatoire. Et on peut le faire, si j'ai bien compris, qu'à l'hôpital ou en clinique. Exactement. On ne peut pas faire ça durant une consultation. Pas du tout. Pour des raisons de tarification, pour des raisons liées au fait que tu disais c'est des soins qui peuvent être douloureux, c'est ça? Alors, c'est pas tellement le fait que ça puisse être douloureux, parce que finalement c'est globalement bien supporté par les patients. Non, c'est vraiment parce que c'est une molécule de la réserve hospitalière, donc elle n'est pas dispensable en officine de ville, à la différence de la toxine botulique pour l'esthétique, qui peut être récupérée par le patient et c'est lui qui la paye.
Là, la toxine botulique, elle va être financée par un forfait sécurité ou un forfait hospitalier qui va permettre d'absorber le coût de la molécule. D'accord. On peut avoir une idée à peu près du coût de ces... Alors, au niveau du flacon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de l'indication, le nombre d'unités va varier. Donc, par exemple, pour la migraine, on va utiliser jusqu'à 200 unités et le coût du flacon de 200 unités varie entre 270 et 290 €. Pour des indications de douleurs neuropathiques focales, on peut parfois utiliser seulement 50 unités et le coût donc va être moindre. Alors, est-ce qu'il y a des risques à ces injections? Alors, tu l'as dit là sur le visage, ça peut effectivement provoquer une asymétrie disgracieuse, mais est-ce qu'il y a des risques ou des contre-indications à ces... Alors, il y a des contre-indications. La contre-indication incontournable, c'est la myasthénie. La myasthénie, c'est une maladie qui va générer une faiblesse musculaire. Et on sait que comme la toxine botulique va empêcher la libération de l'acétylcholine et va créer elle-même une faiblesse musculaire, c'est une contre-indication. D'autres contre-indications existent bien sûr à la toxine botulique en elle-même. D'autres maladies comme la sclérose latérale amyotrophique. Et puis, on va éviter... La maladie de Charcot, hein, c'est ça? C'est ça. Et on va... bien sûr, on ne va pas injecter de toxine botulique chez une patiente enceinte ou allaitante. Ensuite, il faut faire attention à l'utilisation concomitante de certains antibiotiques, comme les aminosides, dont l'effet peut être majoré. Et puis, on évite de faire de la toxine avant une intervention chirurgicale, parce qu'on peut avoir des réactions avec les curares éventuellement. Alors, par exemple, pour ce qui est de l'anticoagulation, ce n'est pas une contre-indication à partir du moment où elle est contrôlée. Donc, il n'est pas nécessaire d'arrêter une anticoagulation, sauf dans certains cas précis, si on est amené à faire des injections intramusculaires sur des muscles très profonds. Par exemple, le piriforme, voilà, ça se discute avec l'équipe qui va réaliser les injections de toxines. D'accord. Alors, une surveillance pour ces patients, là, vous les gardez longtemps Non. En fait, c'est en ambulatoire, donc le patient vient, fait à son soin et sort après le soin. On a effectivement le temps d'une surveillance pour être sûr qu'il n'y ait pas d'allergie à la toxine botulique. Donc c'est de l'ordre, on va dire, de 10-15 minutes après le soin. Mais le patient sort et rentre à son domicile. Alors il y a des consignes de sécurité qui lui sont données, bien sûr. Il faut éviter de réaliser des efforts physiques intenses, de faire une kinésithérapie, de masser la zone ou de l'exposer au soleil. Voilà, on donne ces consignes de sécurité. Par exemple, s'il arrive en voiture, il peut reprendre le volant Il peut reprendre le volant sans aucun problème. À la seule petite, on va dire, condition, effectivement, que s'il a eu une antalgie de la douleur induite par les soins éventuels par Méopa, par le protoxyde d'azote, on va le garder un petit peu plus longtemps, voilà, le temps qu'il récupère complètement toute sa vigilance. Alors quel conseil vous donnerez aux patients finalement qui vont bénéficier de ces injections de toxine botulique? Alors, quel conseil avant qu'ils en bénéficient ou une fois qu'ils en ont bénéficié? Oui, parce que parfois ils ont de l'appréhension là. Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il y a des recommandations après les injections de toxines? Alors, c'est un produit qui a vraiment un profil de sécurité qui est très intéressant. Ça en fait un outil qui est vraiment bien maîtrisé et qui est tout à fait proposable à un large panel de patients. Au niveau de la technique, c'est une technique très simple. C'est relativement facile à réaliser par un praticien qui est formé. Bien sûr, il faut que le praticien connaisse bien les indications et bien les sites et bien l'anatomie aussi, ça c'est important. Pour ce qui est du patient, c'est un soin qui est très bien toléré. Il y a quelques effets indésirables mais qui sont relativement banals, rapidement résolutifs.
et qui sont très peu sévères. Par exemple, on observe parfois un peu de fatigue après l'injection. On peut avoir une petite chute de la paupière éventuellement, mais qui rentre dans l'ordre rapidement. Et quand c'est des injections sur le visage ou n'importe où? Pas nécessairement sur le visage. On peut avoir un effet systémique effectivement de la toxine, quel que soit le site d'injection. On peut avoir un peu de fièvre, des petites contractures musculaires au niveau du site d'injection, surtout quand c'est un site musculaire qui a été injecté. Il faut rassurer le patient, voilà, ça va passer rapidement. Il suffit d'être au repos et on peut prendre un peu de paracétamol ou un anti-inflammatoire ou un décontracturant si besoin. Bien sûr, on reste en lien avec son patient et on est à l'écoute s'il y a un effet indésirable pour pouvoir le renseigner. Parmi les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce que je continue mes médicaments, les antiépileptiques, Neurontin, Lyrica, les antidépresseurs, ou bien est-ce que je dois les arrêter pour ces traitements par toxine botulique ? Alors, on conseille aux patients de poursuivre, bien entendu, les traitements de fond spécifiques. Ensuite, on revoit le patient en consultation de réévaluation pour évaluer effectivement le bénéfice antalgique de la toxine botulique. Et si on observe effectivement une réduction de l'intensité de la douleur, une amélioration de sa qualité de vie, on peut envisager de lui proposer une diminution des approches pharmacologiques. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut permettre d'avoir moins recours à l'approche médicamenteuse et donc de diminuer également l'impact en termes d'effets secondaires potentiels de ces traitements. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit panorama de toutes les indications aujourd'hui, notamment rhumatologiques? Là, tu avais fait une très belle conférence là, sur le sujet de l'intérêt de la toxine botulique en rhumatologie. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Parce que je crois qu'il y a un petit peu de littérature sur le domaine. Alors, dans quelle indication recommander la toxine botulique en rhumatologie? Alors, comme tu dis, effectivement, il y a une recherche qui est très active en rhumatologie. Actuellement, il y a des essais là, qui sont tout à fait intéressants et enthousiasmants dans l'arthrose, donc un rhumatisme dégénératif, et notamment dans la rhizarthrose, qui est l'arthrose du pouce. Et il semblerait, d'après donc les méta-analyses et les dernières publications les plus robustes, que la toxine botulique soit la plus intéressante concernant les petites articulations, donc notamment celle du pouce, parce qu'on peut avoir en fait un ratio intéressant entre le nombre d'unités de toxines qu'on va injecter et la taille de l'articulation. Et c'est un élément qui est assez déterminant dans la réponse antalgique à la toxine botulique. Et donc, on voit par exemple que pour la gonarthrose, c'est une articulation qui est relativement importante. Le genou. Le genou. Et donc, il faudrait probablement des doses de toxines très élevées. Donc les derniers résultats en lien avec ces études montreraient qu'on s'orienterait plutôt vers de petites articulations. Parce qu'il y a eu des travaux aussi dans l'épaule, dans l'arthrose de la cheville, et puis dans l'arthrose de la hanche aussi. Alors, pour que je comprenne bien, là, quand on dit des injections, là, par exemple, dans l'arthrose, ça se fait à la surface ou dans l'articulation? Alors, ça se fait, ce sont des injections qui sont intra-articulaires, pour l'arthrose du pouce, de l'épaule, du genou, de la cheville. Pour ce qui est de l'arthrose de la hanche, on va être en périarticulaire, donc ça c'est intéressant, et en fait on va avoir une attitude grâce à la toxine qui va être conservatrice, puisqu'on va injecter en fait dans les adducteurs de hanche, et on voit qu'on a un bénéfice en termes de fonctionnalité, et ça va probablement, d'après les études, permettre de reculer le recours à la chirurgie, et notamment donc à l'implantation d'une prothèse de hanche. Mais quand tu dis là des injections dans les articulations, ça se fait sous un guidage ou Alors tout à fait, ça se fait sous éco-guidage, d'une part pour s'assurer qu'on est bien intra-articulaire, que l'injection soit bien
contrôlée et puis qu'il y ait une certaine reproductibilité. Voilà, il faut que le protocole d'injection soit clairement défini pour que on puisse réaliser ces injections de façon à la fois conforme et de façon toujours identique en fonction des équipes. D'accord. Donc on a parlé dans les indications en rhumatologie. Dans quelle autre indication? Alors en rhumatologie, en fait, le panel d'indications est vraiment très large puisqu'on a parlé là de l'arthrose, mais il y a d'autres indications, notamment dans les syndromes myofasciaux. Donc, qu'est-ce que c'est un syndrome myofascial? Alors, un syndrome myofascial, ça concerne les tissus mous, donc ça va être les muscles, les tendons. Et par exemple, quand il y a des inflammations ou des contractures rebelles. Et donc là, on a des choses qui sont assez intéressantes qui émergent, notamment dans les tendinites au niveau du coude, ces fameuses épicondylites, quand elles sont réfractaires à des prises en charge qui sont recommandées. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en rhumatologie, on n'a pas d'AMM, il n'y a pas de recommandation actuellement, mais il y a des éléments de preuve qui sont relativement intéressants et c'est utile de questionner la place de la toxine botulique donc, en rhumatologie interventionnelle quand on est en échec des approches recommandées. Donc quand on est face à des situations réfractaires. Et voilà, il se trouve quand on est en structure douleur chronique, les patients qu'on voit arriver, en fait, ils sont quasiment tous dans des situations réfractaires puisqu'ils ont déjà été pris en charge par les équipes de soins primaires, par les spécialistes d'organes et les moyens connus et recommandés ont déjà été mis en œuvre. D'accord. Donc là, on a parlé de la rhumatologie. On a évoqué également les douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques classiques là, que tu traites par toxine botulique. Donc tu as évoqué les douleurs dans le diabète, mais à condition que ce soit des douleurs pas trop étendues. C'est ça, parce que c'est vrai que classiquement dans le diabète, on a cette neuropathie sensitive et douloureuse en chaussette. Voilà, il faut voir jusqu'où s'arrête la chaussette. Et puis, par exemple, sur les pieds, il y a certains sites d'injection qui sont quand même un petit peu sensibles. Donc, on va privilégier, par exemple, le coup de pied pour réaliser ces injections. Les injections plantaires sont un peu plus douloureuses. Alors, les injections plantaires, par exemple, on peut en faire, pour rebondir sur ce site, dans les aponevrosites plantaires rebelles, ces fameuses fascites qui embêtent vraiment les patients quand ils posent les pieds au sol et qu'ils ont des douleurs à cause de ces inflammations. Voilà, là, on est par exemple amené à utiliser une crème anesthésiante, le Méopa, parce que ce sont des injections qui sont un peu plus profondes et un peu plus sensibles. D'accord. Et le Morton, par exemple, dans le pied, ça se... Alors, le Morton, donc le névrome de Morton, qui est un renflement du nerf qui va être responsable de douleurs importantes et des douleurs à caractère névralgique. On peut effectivement recourir, en cas d'échec de l'injection de corticoïdes, à une injection de toxine botulique éco-guidée pour diminuer la douleur neuropathique. D'accord. Dans le cadre de la douleur, là, aujourd'hui, on a un recul d'à peu près combien de temps sur l'efficacité de ces douleurs neuropathiques? Ça fait combien de temps à peu près dans notre pays là, que l'on propose là? Alors, ça fait longtemps qu'on utilise la toxine, parce que la toxine, elle est connue, comme tu disais, depuis 2 siècles. Donc, on a bien avancé depuis. Ça fait une bonne dizaine d'années que les équipes l'utilisent. Elle est recommandée maintenant, comme je disais, depuis 2020. On a donc suffisamment de recul sur la toxine botulique dans la douleur chronique, mais il faut savoir que les équipes, par exemple, de médecine physique et réadaptation, utilisent la toxine botulique depuis des années. Ça fait partie des premières indications, des premières AMM. Donc, on commence à avoir un certain recul sur les réinjections répétées. Parce que ça, c'était la grande question en douleur chronique, où effectivement, les indications sont plus récentes. Voilà, mais il suffit de poser la question à nos confrères rééducateurs qui connaissent très bien cette molécule, qui ont un usage avec des quantités d'unités injectées bien supérieures, parce que des fois, ils utilisent jusqu'à 600, 800 unités par injection, alors qu'en douleur chronique, on va se situer entre 50 et 300 unités.
Et voilà, donc on a à la fois la connaissance, l'ancienneté, le recul pour dire que c'est un produit qui est bien supporté et dont on connaît le profil d'évolution dans le temps. Donc tu nous l'as dit, là c'est effectivement un produit qui est utile aujourd'hui dans la douleur neuropathique, également dans des indications de rhumatologie, mais malheureusement, en fait, il n'y a pas d'AMM, il n'y a pas encore d'autorisation de mise sur le marché. Donc ça, c'est un vrai souci. On espère que des décisions politiques seront prises prochainement. En pratique, là, pour les médecins algologues là, qui souhaitent se lancer, qui souhaitent utiliser cette thérapie chez les patients qui sont en échec médicamenteux et à qui malheureusement on se retrouve avec des douleurs rebelles. Et comment on peut l'utiliser cette toxine botulique? Alors pour les praticiens, déjà il faut se former, bien sûr. Il faut se rapprocher des équipes qui sont expertes et qui ont l'habitude d'utiliser cette toxine botulique. On peut se rapprocher aussi des industriels qui proposent des formations qui vont être prises en charge. Donc les industriels qui commercialisent la toxine botulique. C'est important effectivement de pouvoir évoluer dans une structure douleur chronique, il faut avoir la compétence de médecin algologue, en plus de la formation spécifique au recours de la toxine botulique. Et il faut évoluer dans une structure hospitalière pour pouvoir avoir la dispensation de la molécule qui est de la réserve hospitalière. Et puis si j'ai bien compris, c'est pas simplement une injection, il y a tout un environnement d'évaluation. Les injections aussi, elles doivent se faire dans certaines conditions là, de confort, puisque ça peut parfois être douloureux. Donc c'est tout un environnement qui est nécessaire. C'est pas seulement des injections en consultation. Non, en fait, il faut vraiment un plateau technique adapté. Il faut que ça puisse être clairement décrit dans un parcours de soins. Ça s'intègre toujours dans une approche multimodale, multidimensionnelle, pluridisciplinaire. Et ensuite, il faut bien réfléchir à l'aspect médico-économique, puisque c'est un produit qui reste onéreux. Qu'il faut réfléchir effectivement à la valorisation, soit le forfait de sécurité qui permet d'englober une partie ou la totalité du coût de la molécule, soit effectivement obtenir un accord avec les caisses d'assurance santé pour avoir une reconnaissance de la possibilité de faire cette toxine botulique en hospitalisation de jour avec une valorisation financière qui est un peu meilleure, qui permet donc d'avoir recours à davantage d'unités de toxine botulique. Alors, un mot de l'efficacité, là, dans une activité maintenant qui est reconnue là, depuis un certain temps. Quelle est ton expérience en termes d'efficacité là, de ces injections, par exemple dans la douleur neuropathique, ça marche à tous les coups? Alors non, ça marche pas à tous les coups. On va dire qu'il y a des profils répondeurs. Alors les profils répondeurs en douleur neuropathique, ça va plutôt être des patients qui ont encore une zone de sensibilité, c'est-à-dire que c'est pas complètement anesthésié au niveau de la zone. Et puis plutôt les profils, on appelle ça nocicepteurs irritables dans notre jargon d'algologue. Ça veut dire qu'ils ont par exemple une allodynie. Donc quand on frotte la zone, elle va être déplaisante, désagréable. Donc on sait, d'après la littérature, que ce sont les profils de répondeurs qui vont être les plus performants. Ensuite, la réponse, elle est relativement variable, effectivement, d'un patient sur l'autre. Globalement, moi, ce que j'observe, c'est un patient répondeur sur 2 dans ma file active. Il faut se laisser un petit peu de temps sur l'évaluation de la toxine. Donc, c'est un produit qui ne donne pas de résultat immédiat. En général, l'efficacité se situe entre 7 à 15 jours. Donc, souvent, je fais une téléconsultation au bout d'un mois pour évaluer la tolérance et l'efficacité. Et puis dans les recommandations, on va réinjecter au bout de 3 mois de façon systématique parce qu'on sait qu'il y a
un peu des profils de répondeurs lents. Et donc, on va créer une deuxième stimulation, une deuxième rencontre avec la toxine botulique pour s'assurer effectivement d'une meilleure efficacité. Donc voilà, se fixer 2 injections à 3 mois d'intervalle pour apprécier, pour avoir le recul suffisant sur l'efficacité de la toxine botulique. D'accord. Bon, c'est un vaste panorama là, que l'on a fait sur la toxine botulique. Un grand merci à Elena de tes éclaircissements. Là. C'est vrai qu'on regrette là, que cette thérapie prometteuse soit encore au niveau, remboursement, cadre réglementaire, dans une situation un petit peu fragile. On espère que les choses s'amélioreront dans les mois et les années à venir. Un grand merci, Elena. Merci, Marc.